Que s'est-il passé entre l'Iran et les Israéliens? On a vu des attaques des deux côtés. L'attaque israélienne à Dahia, c'était un bâtiment vide d'ailleurs. Aucun membre du Hezbollah n'a été tué, mais des civils ont perdu la vie dans cette attaque. Ensuite, il y a eu la riposte iranienne. Honnêtement, je ne pensais pas que l'Iran réagirait de cette façon. Je croyais plutôt que le Yémen allait attaquer Israël, puisque après tout, il n'avait tué personne, aucun combattant du Hezbollah. Et puis on a vu l'Iran frapper Israël, Israël frapper l'Iran, puis l'Iran répondre à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé hier et avant-hier? Comme vous le savez, les habitants de Gaza et du Liban n'ont aucun soutien de nulle part. À Gaza, on a vu et on continue de voir un génocide en cours. L'Égypte ne fait rien. Le gouvernement turc ne fait rien. Les Jordaniens ne font rien. Ces régimes du Golfe Persique, eux non plus, ne font rien. Et en réalité, au lieu de soutenir la résistance comme le fait l'Iran, ils ont choisi de collaborer avec Trump et d'approuver son cessez-le-feu, un faux cessez-le-feu. Ils sont allés en Égypte, ils ont organisé une grande cérémonie et ils ont célébré Trump, les dirigeants de la région. Et depuis, environ 1000, peut-être même plus de 1000 Palestiniens à Gaza ont été massacrés. Ces derniers jours, beaucoup d'enfants ont été tués, une ou deux familles brûlées vives. J'ai publié une vidéo d'une famille en train de brûler dans les incendies. On voyait encore une personne bouger. C'est catastrophique. Bien sûr, vous ne verrez pas ça dans les médias occidentaux. Les journalistes occidentaux ne vont pas partager ces images parce que, vous savez, pour eux, ce n'est pas digne d'intérêt. Ce n'est pas, disons, une vraie actualité à leurs yeux. Mais au Liban, on voit maintenant la même chose que ce qui se passe à Gaza. Et les Israéliens ont dit ouvertement qu'ils voulaient créer un autre Gaza. Et bien sûr, les Européens, eux, ils ne vont pas les sanctionner. Les parlementaires européens ne diront rien. Les élus de différents pays d'Europe, du Royaume-Uni, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, personne ne va sanctionner les Israéliens. Personne ne va les punir. En fait, pendant toute cette période, alors que le génocide à Gaza se poursuit et que les attaques génocidaires au Liban continuent, on voit les Iraniens être sanctionnés, non seulement par les Américains, mais aussi par tous ces pays liés aux États-Unis. Au Liban, encore une fois, on a vu ce qu'ils faisaient aux habitants du Sud. Le gouvernement libanais, bien sûr, collabore avec les Américains. Le Premier ministre et le Président ont été installés par eux. Ils n'ont pas de soutien populaire. Les Américains ont imposé ces deux personnes au pouvoir. Et les ambassades occidentales, les ONG, le président libanais, le Premier ministre, tous, en réalité, empêchent les réfugiés du Sud de se déplacer dans d'autres régions du pays. Et les régimes arabes, les fatahistes, les Saoudiens, les Émiratis, en gros, ils poussent, ils encouragent leurs takfiris, vous savez, les types de Daesh, d'Al-Qaïda, les wahhabites salafistes, à empêcher les réfugiés d'aller dans leur quartier. Donc, on a les partisans de la résistance, qui viennent de tous les milieux, de toutes les religions et de toutes les confessions, mais bien sûr, majoritairement chiites. Ils sont piégés, ils ne peuvent pas partir, et leurs villes sont délibérément rasées avec le soutien de l'Occident. Et on leur interdit de recevoir de l'aide. On bloque l'aide venant d'Iran, d'Irak. Alors, le gouvernement libanais essaye d'humilier les partisans de la résistance, de les briser, de les mettre à genoux, de les appauvrir. Je veux dire, c'est un président totalement malfaisant, un premier ministre tout aussi malfaisant. Et puis on a Al-Qaïda en Syrie qui bloque les routes pour empêcher le Hezbollah de recevoir des approvisionnements. Et en même temps, le régime israélien est en train d'écraser le pays. Du coup, le dernier endroit où beaucoup de réfugiés pouvaient aller, c'était Beyrouth. Mais dans certaines zones de Beyrouth, on ne les laisse même pas entrer. Alors des gens,
des citoyens libanais, des familles qui vivent là depuis des générations, bien avant même la création du Liban, dont les ancêtres étaient là depuis des centaines, voire des milliers d'années. Ces gens-là n'ont même plus le droit de circuler librement dans leur propre pays. Donc, cette conspiration entre les ambassades occidentales, les ONG occidentales, le gouvernement installé par l'Occident, Al-Qaïda, Daesh et les sionistes pour écraser la résistance était en cours. Et puis les Israéliens ont dit « on va raser Beyrouth ». Ils le disent ouvertement, qu'ils vont la raser. Dans le sud de Beyrouth, il y a des centaines de milliers de personnes, pour la plupart des partisans du Hezbollah, de la résistance et des soutiens des Palestiniens. Parce qu'au Liban, il y a une partie de la société liée aux forces libanaises qui détestent les Palestiniens. Ce sont des alliés des forces génocidaires. Et bien sûr, tous ceux qui sont dans le camp occidental feront ce que l'Occident veut. Donc, on a ces gens qui s'opposent à la résistance pour toutes sortes de raisons. Le régime israélien voulait aplanir tout ça pour que les réfugiés qui étaient partis à Daïeh ou à Beyrouth soient obligés de partir à nouveau. Et en plus, le régime israélien avertit les communautés chrétiennes et d'autres groupes qui accueillent des réfugiés pour les pousser à les faire partir. À Tyr, par exemple, ou à Sour, ils lancent des avertissements. C'est un peu comme les nazis qui cherchaient les juifs. Ici, les sionistes cherchent les musulmans et préviennent les chrétiens de ne pas les héberger dans les zones où ils le font. Donc si Beyrouth, ou surtout le sud de Beyrouth, est rasé, alors la moitié du Liban se retrouvera réfugiée. Et ensuite, le gouvernement n'autorisera pas les tentes, ni que l'Iran envoie des tentes, de la nourriture ou quoi que ce soit. Ils veulent qu'ils aient faim. L'Iran savait donc que ce serait une situation terrible, un massacre de gens à travers Beyrouth, des maisons détruites, des gens dans la rue, des vies anéanties. Et leur seul crime, c'est d'avoir soutenu la cause palestinienne. Ils ont essayé de détourner les forces du régime israélien pendant qu'ils commettaient un génocide. Ils ont fait des sacrifices pour aider à sauver le peuple palestinien. En d'autres termes, les partisans de la résistance au Liban sont les personnes les plus dignes de cette planète, les plus honorables. Et ceux qui ont essayé de les écraser sont bien sûr les plus déshonorants, qu'ils soient libanais, syriens ou sionistes. Alors, les Iraniens ont dit, ou plutôt ils ont été contraints de prévenir le régime israélien, « Si vous bombardez la banlieue sud ou Beyrouth, nous frapperons. » Et pendant quelques jours, le régime israélien a reculé. Il y a eu cette conversation téléphonique entre Trump et Netanyahou, où apparemment, ou peut-être, Trump aurait averti Netanyahou, l'aurait attaqué et insulté. Ce qui, à mon avis, était significatif. Enfin, c'est ce qu'Axios a rapporté sur ce sujet. Mais en le publiant, je pense que ça avait beaucoup de sens. Parce que, peu importe les intentions de Trump, les gens puissants qui soutiennent Axios, les sionistes, ou du moins cette faction-là, cette partie des sionistes au pouvoir aux États-Unis, ont à mon avis délibérément humilié Netanyahou. Ce n'était pas une information destinée à montrer des divergences. C'était vraiment, je pense, une humiliation pour Netanyahou. Et je crois qu'il y avait sans doute une intention derrière tout ça. Mais en tout cas, pendant quelques jours, le régime israélien s'est abstenu de massacrer des gens à Beyrouth. Ils ont continué à les massacrer dans tout le pays, et on y reviendra dans un instant. Mais ensuite, ils ont mené cette frappe, et je pense qu'ils ont délibérément essayé de la faire de manière à ce qu'elle ne soit pas trop violente. 2 personnes ordinaires sont mortes, comme vous l'avez justement souligné. Aucun membre du Hezbollah n'a été martyrisé. Ces 2 personnes, je suppose, se trouvaient dans la rue
ou à un étage de l'immeuble où elles ont été tuées, ou peut-être simplement chez elles quand les Israéliens ont décidé de bombarder ces maisons. À mon avis, les Israéliens n'ont pas mené une frappe massive parce qu'ils voulaient éviter que les Iraniens ne ripostent. Prevent the Iranians from striking back. In other words, sort of like some sort of borderline attack. En d'autres termes, c'était un peu comme une sorte d'attaque à la limite, juste assez pour ne pas provoquer l'Iran, et puis ils auraient recommencé, encore et encore, disons après quelques jours, jusqu'à banaliser le massacre au Liban. Franchement, c'est incroyable de voir à quel genre de créatures on a affaire, à quel genre de monstres, avec leur mentalité et leur soutien, aussi bien en Occident que dans la région. Mais les Iraniens ont dit non. Et comme on l'a vu, ils ont mené des frappes lourdes, très efficaces. Ensuite, le régime israélien a riposté, et les Iraniens les ont de nouveau punis. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs en Iran. Mais je pense que quoi qu'il se soit passé, le simple fait que Trump ait supplié pour que tout cela s'arrête est en soi très significatif. Et le fait que Netanyahou ait désobéi à Trump, alors que publiquement il disait qu'il allait arrêter et qu'il affirmait être celui qui décide, je pense que ça a été une humiliation pour Trump. Et ça montre à quel point il est inefficace et incapable. Tout comme le précédent rapport qui avait humilié Netanyahou, cette fois c'est Trump qui a été humilié. Bien sûr, Trump l'a cherché, puisqu'il a déclaré publiquement que c'était lui qui prenait les décisions. Donc, même si c'était pour la forme, ça reste une humiliation, parce qu'il a montré qu'il était incapable d'imposer sa volonté, alors même qu'il est censé être le protecteur, le bienfaiteur du régime israélien. C'est de là que viennent tout le pouvoir, l'argent et la richesse. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les Israéliens ont peur. Trop peur ils ont vraiment peur de frapper Daïa ou Beyrouth. Mais maintenant, ils pilonnent d'autres zones du sud du Liban, par rage et par colère, et du coup, ils tuent de plus en plus de civils. Ils bombardent simplement des maisons, des immeubles et tous ceux qui s'y trouvent. Et bien sûr, les médias occidentaux restent totalement indifférents, silencieux. Mais je ne pense pas que les Iraniens accepteront ça très longtemps. En tout cas, on est dans une impasse. Le régime israélien a clairement été durement touché au Liban, il a été humilié et il ne peut pas détruire Beyrouth d'un côté, tandis que de l'autre, le blocus dans le golfe Persique, qui agit dans les deux sens, continue. Donc il faut voir comment tout ça va évoluer. Mais quand c'est arrivé, il semble que les Israéliens, d'après ce qu'ils ont rapporté dans leurs médias, ne pensaient pas que l'Iran réagirait. Mais concernant les attaques en cours dans le sud du Liban, quelle serait la réaction de la résistance? Je parle du Yémen, parce que hier, on a vu le Yémen envoyer des drones vers Israël, et puis on a entendu le chef du Conseil iranien des experts, Sadegh Larijani. Il a déclaré que ce ne serait pas Beyrouth, mais le sud du Liban et aussi Gaza. Et l'Iran agit dans ce sens. L'Iran est en discussion ou en échange de messages avec les États-Unis. Tous ces éléments sont pris en compte. On le sait parce que d'un autre côté, les forces du Hamas ont indiqué que l'Iran les avait informés qu'il faisait tout son possible pour que la question de Gaza soit intégrée aux négociations, aux discussions qu'il mène avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? Eh bien, dès le tout début, Gaza en faisait partie. Les Iraniens ont dit qu'il fallait un cessez-le-feu et la fin de la guerre sur tous les fronts, surtout au Liban. Et s'ils ont insisté sur le Liban, c'est parce que les massacres qui s'y déroulaient rappelaient les jours les plus sombres de Gaza. Chaque jour, des dizaines de civils libanais étaient tués. Pendant que les médias occidentaux et les journalistes basés à Beyrouth ou en Occident affirmaient qu'Israël bombardait des positions du Hezbollah, nous on voyait sur les réseaux sociaux des images d'enfants morts, de familles entières tuées,
de gens qu'on sortait des décombres au Liban. Des choses que les médias occidentaux, eux, ne montraient pas. Et je pense qu'à ce stade, tout le monde devrait comprendre que les médias occidentaux, franchement, ça ne vaut même pas la peine de les suivre, ni eux, ni leurs journalistes. Ce sont des médias d'entreprise, des médias de régime. Mais plus récemment, les Iraniens ont été plus explicites en parlant de Gaza. Ils avaient déjà mentionné le Liban à cause de l'ampleur du massacre là-bas. Mais ces dernières semaines, on a vu une intensification des tueries à Gaza. Chaque jour, plusieurs personnes, y compris des enfants, sont massacrées. Comme je l'ai dit, j'ai retweeté une publication avec des images montrant une famille brûlant vive, et ça n'a même pas suscité de réaction en Occident. Ces journalistes sont d'une inhumanité totale. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens, ces politiciens occidentaux? On dirait qu'ils sont sous une sorte de sortilège. C'est incroyable. Je n'arrive pas à comprendre leur indifférence envers les habitants de Gaza, de la Palestine et du Liban. Il y a quelques jours à peine, un bébé de 7 mois a été abattu d'une balle dans la tête en Cisjordanie. Et j'ai vu certains médias occidentaux essayer de justifier ce meurtre, surtout sur X, dans la partie où ils publient parfois des infos. C'est particulièrement horrible. Alors, face au nombre croissant de personnes massacrées chaque jour à Gaza, les Iraniens ont décidé de mettre davantage l'accent sur le soutien ou sur la nécessité de mettre fin à ce carnage à Gaza. Mais le problème à Gaza est un peu différent de celui du Liban, parce que le Hamas est sous pression. Tous ces régimes arabes, la Turquie et d'autres, sont allés au spectacle de Trump, son cirque en Égypte, et ils ont mis leur tampon d'approbation sur ce cessez-le-feu unilatéral et factice. Du coup, à la table des négociations, c'est très difficile pour les Iraniens de faire grand-chose pour Gaza, parce que les Américains disent « on a déjà un cessez-le-feu ». Et tout le monde, Erdogan, Abdallah en Jordanie, Sisi et tous les régimes du Golfe Persique, enfin, même le Premier ministre pakistanais, je crois, était là. Tous ont validé ce truc-là. Alors je ne sais pas jusqu'où les Iraniens peuvent aller, mais ils ont dit au Hamas qu'ils insistent pour que Gaza soit bien incluse dans ce cessez-le-feu. Quelle est la situation dans le Golfe Persique? Donald Trump a dit que le blocus est toujours en place, et l'Iran affirme que ce blocus ne peut pas continuer. Et si les États-Unis agissent vraiment de manière honnête, il ne s'agit pas seulement du blocus, mais aussi de la question des avoirs iraniens gelés. Et là, on reçoit des messages contradictoires venant de la région. D'un côté, les Pakistanais disent que tout va bien, que les négociations avancent, que tout devient plus positif. De l'autre, on voit ces confrontations entre l'Iran et les États-Unis, entre l'Iran et Israël. Et hier soir, on a entendu le vice-président des États-Unis dire que, peut-être, d'après ses propos, les objectifs américains ne sont pas les mêmes que ceux d'Israël en ce moment précis. Alors, quelle est l'évaluation du côté iranien? Et jusqu'à quel point les États-Unis sont-ils vraiment sérieux dans les négociations, les discussions ou les messages, peu importe comment on les appelle? Eh bien, vous savez, je pense que c'est évident qu'une personne comme la vice-présidente des États-Unis parle de cette façon. Et on voit de plus en plus de fuites à propos de Trump et de Netanyahou, où Trump dit que si ça continue, si vous poursuivez dans cette direction, vous serez livré à vous-même. En partie, je pense qu'il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux. Mais en même temps, même si on considère que c'est surtout de la mise en scène, je crois que ça montre que le régime à Washington comprend que l'opinion publique américaine n'est pas contente. Et ça, c'est en train de devenir un vrai problème. Donc, ils doivent donner l'impression qu'ils ont leur propre marge de manœuvre, qu'ils prennent leurs décisions eux-mêmes.
their own decision-making process because people across the world and even Parce que partout dans le monde, et même aux États-Unis, de plus en plus de gens en viennent à reconnaître que les sionistes sont aux commandes, qu'ils ont l'avantage. On voit en ce moment comment l'armée israélienne, accusée de génocide, se mêle à l'armée américaine. On voit aussi qu'à mesure que le génocide avance, le régime israélien et l'oligarchie sioniste prennent le contrôle de tous les médias aux États-Unis, ainsi que des moyens de contrôle et de l'intelligence artificielle. Les gens voient bien qu'ils prennent le pouvoir et ils perçoivent de plus en plus leurs dirigeants comme des agents du sionisme. Alors, ces dirigeants doivent essayer de montrer au public que non, ils prennent leurs propres décisions et qu'ils ne sont pas sous leur contrôle. Mais je pense qu'au fond, ce n'est pas bon signe pour le régime israélien ni pour les sionistes. Le simple fait qu'ils soient obligés de faire ce genre de déclaration, qu'elle soit purement symbolique ou qu'il y ait un fond réel derrière, montre que les choses changent, aux États-Unis comme ailleurs dans le monde. Donc, même si c'est juste pour la forme, ce n'est pas bon signe. C'est un peu comme les propos de Trump qui ont fuité à propos de Netanyahou. Même si c'était pour la galerie, ce n'est pas bon signe pour Netanyahou ni pour ses alliés au sein du régime israélien quand Trump dit que tout le monde déteste Israël ou que tout le monde déteste Netanyahou. Quelle que soit l'intention derrière ces mots, ce n'est pas bon signe. Voilà, c'est un premier point. Donc il est bien trop tôt pour dire quoi que ce soit, ou pour prendre tout ça au sérieux, que ce soit ce que dit Vance ou ce que dit Trump. Sur le terrain, ils travaillent ensemble. Le régime israélien, ses avions sont ravitaillés par des avions américains basés dans ces pays du Golfe Persique. Leurs installations radar en Turquie et les avions AWACS en Turquie les aident, des avions américains, des avions de l'OTAN. Donc, rien n'a changé. Les Américains et leurs alliés régionaux collaborent, ils soutiennent le régime israélien. Ils aident à abattre, ou du moins à tenter d'abattre, des missiles iraniens. Les Jordaniens ont essayé d'intercepter des missiles et des drones iraniens pour le compte du régime israélien. Et comme je l'ai dit, les installations radar en Turquie sont utilisées. Les Américains utilisent leurs moyens dans toute la région, leur système de missiles solaires et leur aviation pour aider Netanyahou. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sur le terrain, rien n'a vraiment changé pour l'instant. Et je ne pense pas qu'il faille s'attendre à un changement dans un avenir proche. Mais les choses évoluent. Le fait que Netanyahou ait dû renoncer à attaquer Beyrouth, pour moi, ça montre la force de l'Iran. Ça montre aussi la force du Hezbollah et de la résistance. Et puis ça montre la force et l'importance du Yémen, ainsi que son potentiel à infliger de sérieux dommages aux économies occidentales à cause de leur soutien au génocide, ou plutôt aux multiples génocides. Et bien sûr, le fait que Trump ait voulu à tout prix éviter une nouvelle guerre montre qu'il est en difficulté et qu'il ne veut pas de cette guerre. S'il l'avait voulu, il aurait simplement pu se joindre à l'offensive et commencer à attaquer l'Iran. Il a déjà déployé toutes ses ressources dans la région. Il a envoyé d'énormes quantités de munitions, des avions de chasse, des troupes au sol, tout ce qu'il faut pour frapper les îles iraniennes, le territoire iranien, et mener des opérations en profondeur à l'intérieur du pays. Donc oui, il a bien mobilisé tous ses moyens, mais le fait qu'il ait tenu à ce qu'il ne se passe rien, ou que la guerre s'arrête, ou qu'elle prenne fin, montre à mon avis que tout ne va pas bien aux États-Unis.